ici à l'École normale supérieure de Rennes, à Damien Grenier également. Il y a déjà beaucoup de choses condensées qui sont dites, parce qu'il y a ces mots-clés là, qui vous attendent pour les ateliers, et vous verrez que ça peut s'incarner tout à fait concrètement. Ça ne sont pas des mots abstraits. Au quotidien, pour tout chercheur, il peut arriver des moments dans sa carrière où on va être confronté à des questions d'autorat, d'indépendance, de conflit d'intérêts, de transparence, etc. Donc ceci pour vous dire que l'intégrité scientifique, je ne sais pas si vous avez une idée concrète de ce que ça peut représenter, mais en effet, ce sont des situations au quotidien auxquelles on peut être confronté. Et ça ne concerne pas uniquement l'enseignement supérieur. Il est vrai que, par exemple, on envisage, et tout le monde s'accorde à dire que on a tout à gagner à sensibiliser les plus jeunes, alors pas spécialement à l'intégrité scientifique ou à la lutte contre les méconduites, contre la fraude, mais pour autant à ce qu'on appelle la méthode scientifique, la démarche scientifique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut s'apprendre assez jeune. Et il y a des vocations précoces qui peuvent ainsi être nourries par des rencontres signifiantes, y compris pour des jeunes enfants du primaire ou du collège qui, au détour d'une fête de la science ou d'une rencontre, d'une journée porte ouverte, ont déclenché cette vocation-là. Et je pense que ça rejoint la question de la méthode scientifique, la démarche scientifique. Qu'est-ce que c'est que chercher? Alors je ne sais pas combien vous êtes là ce matin à déjà savoir si vous allez embrasser une carrière de chercheur. Sachez que c'est un beau métier, c'est vraiment un métier qui est très stimulant, qui est à la fois une démarche individuelle, mais aussi une démarche collective. En général, on n'est pas chercheur isolé dans une tour d'ivoire, dans un laboratoire. On fait partie d'un collectif de recherche, et c'est aussi la raison pour laquelle cette question de l'intégrité scientifique, elle demande à être partagée collectivement. Donc ceci pour introduire le propos, et vous verrez que là, pour ce tout premier temps, à peu près une demi-heure, je vais vous dire un petit peu le contexte initial qui a présidé à la création de ce département que je dirige, qui s'appelle l'Office français de l'intégrité scientifique. Je vous parlerai d'un texte qui est très important pour les universités, pour les organismes de recherche, qui est la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, qui a été créée en 2015. Et puis la distinction, Laurent Dehoucq en parlait, entre, même s'il y a des voisinages et des parentés très proches, entre éthique, déontologie et intégrité scientifique. Alors vous me direz, c'est peut-être un débat franco-français que de jouer sur les mots et de vouloir à tout prix trouver des différences entre ces trois termes. Nos collègues à l'étranger, en Europe, et en particulier dans la langue anglo-saxonne, ne font pas toujours cette distinction-là. Mais bon, voilà. Alors, ce qui a présidé justement à la création de l'Office français de l'intégrité scientifique, c'est ce contexte initial-là. Je reprends là les toutes grandes étapes, mais en 2005, la création de la Charte européenne du chercheur. En 2010, en France, il y a eu un rapport qui a été fait par Jean-Pierre Alix, qui n'a pas eu tellement d'écho, mais qui pourtant posait vraiment les bases de l'intégrité scientifique en France. La même année, une déclaration, c'est-à-dire un texte fondateur avec des recommandations à l'issue d'un grand congrès sur l'intégrité scientifique qui s'était tenu à Singapour, donc des premières grandes déclarations. En 2011, le Code européen de conduite du chercheur. En 2015, donc cette fameuse charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en France. Et puis en 2016, une année importante à deux titres, parce qu'elle a été l'année de la remise du rapport fait par Pierre Corvol, qui est quelqu'un aujourd'hui qui est président de l'Académie des sciences. Et donc, il avait
examiner ce qu'il en était des engagements des signataires de cette charte-là. Un an après, comment les choses se passent dans les universités, dans les organismes de recherche, qu'est-ce qu'il en est des méconduites. Donc il avait fait le tour des grandes institutions françaises, il était allé aussi à l'étranger pour un comparatif, et donc il remet son rapport en 2016 avec toute une série de recommandations, et y compris celle de créer un organisme dédié à l'intégrité scientifique, et également de préciser les missions des référents à l'intégrité scientifique dans un vade-mecum. 2016, peut-être que vous le savez, c'est aussi l'année d'un décret ministériel qui va introduire un élément très important dans la formation doctorale, qui est l'obligation de suivre une sensibilisation à l'intégrité scientifique et à l'éthique. Donc maintenant, depuis cette date-là, depuis cette année 2016, tous les doctorants, avant de soutenir leur thèse, ont l'obligation d'avoir suivi une formation dans ce domaine-là. En 2017, donc ce fameux vade-mecum, un guide pratique à l'issue du rapport de Pierre Corvol, et puis la création de l'office. Alors, sous une forme initiale qui va être d'abord par la création, la constitution d'un conseil scientifique qui est présidé par Olivier Le Gall, et puis en 2010, et qui va se réunir en 2017, fin 2017, et puis en 2018, moi je vais être recrutée au mois d'avril pour diriger cette équipe opérationnelle. Donc c'est une structure qui est nationale, avec des missions qui sont définies dans ce fameux vade-mecum de 2017, et que je vous précise là. En fait, il y a une triple grande mission qui est être une plateforme de réflexion, être un observatoire et contribuer à l'animation nationale sur ces questions-là de l'intégrité scientifique, de prévention contre les méconduites. Donc cela se fait sous l'égide d'un conseil, donc ce conseil présidé par Olivier Le Gall, qui oriente et qui supervise nos travaux, avec des objectifs assez concrets, hein, justement. Il s'agit d'élaborer des référentiels, des guides. Qu'est-ce qu'on peut préconiser pour que les chercheurs respectent l'intégrité scientifique. Qu'est-ce qu'on peut, j'en parlerai plus tard dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut soutenir auprès des instances d'évaluation. Vous savez peut-être que tous les 5 ans, les laboratoires, les universités, les organismes de recherche, les offres de formation sont évaluées par une instance qui est le HCERES, le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et il y a des critères d'évaluation. Ceux qui sont les plus accessibles, ces critères, sont des critères quantitatifs. Et on verra que cet aspect quantitatif n'est pas sans provoquer, sans mettre une pression sur les chercheurs, où il faut toujours publier plus, dans des revues très valorisées, qui ont un impact factor, hein, comme on dit, un facteur d'impact. Évaluation aussi pour la carrière individuelle du chercheur, pour sa progression, pour sa promotion. Donc, l'idée aujourd'hui, et qui est développée au plan national, au plan international aussi, c'est d'équilibrer un petit peu cet aspect quantitatif des critères d'évaluation en introduisant des aspects plus qualitatifs. C'est pas le tout de publier. Quel sens ou quelle utilité a cette publication-là? Quel impact elle a à plus ou moins long terme? Promouvoir les bonnes pratiques, jouer un rôle de médiation, et puis être aussi, je vous avais mis l'adresse du site internet de l'Office, être aussi une veille documentaire, diffuser des informations, des textes pour toute la communauté scientifique, harmoniser les pratiques. Je vous ai parlé des formations à l'intégrité scientifique en formation doctorale. Elles sont de format qui peut être très très variable, hein, d'une région à l'autre, d'une institution à l'autre. Et l'idée, c'est de pouvoir préconiser un tronc commun, par exemple, hein, de formation, qui puisse se décliner aussi
en fonction des régions, en fonction des disciplines. Il y a des accents que l'on va mettre plus spécifiquement quand on est en SHS, comparé aux sciences juridiques ou à la physique ou aux mathématiques. Contribuer à la formation des référents et puis avoir un rôle aussi à l'international, de pouvoir être un interlocuteur vis-à-vis de nos pays partenaires qui, pour ne parler que de l'Europe, enfin pour parler d'abord de l'Europe, sont déjà plus en avance. Enfin, en tout cas, on démarrait avant sur cette question de l'intégrité scientifique, et en particulier les pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège, etc. Donc on bénéficie finalement de leurs propres avancées. Et puis au-delà de l'Europe, ce sont les États-Unis qui avaient initialement été sensibilisés à cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, en particulier dans les études de sciences de la vie, en biologie et en médecine. Et donc c'est la raison majeure pour laquelle ils avaient créé un office de l'intégrité de la recherche, ORI, Office of Research Integrity, qui date des années 90 déjà. Et puis, il s'agit aussi pour mes missions de promouvoir les travaux des référents intégrité et valoriser les travaux de recherche. On peut très bien, je pense qu'il y a matière à imaginer des thèmes de recherche qui portent spécifiquement sur l'intégrité scientifique. Alors, l'équipe opérationnelle, elle n'est pas excessivement développée, mais en tout cas pour le moment, on a débuté il y a un an et demi, avec un poste de direction, 2 postes de conseiller scientifique, dont un qui est à pourvoir, un poste de chargé de projet. On travaille beaucoup en collaboration avec les référents intégrité scientifique qui contribuent à l'office. Un conseil français qui est composé de 12 membres. Et puis, on a élaboré une feuille de route. Ce sont des documents que vous pouvez aller consulter sur le site de l'Office, qui a été présenté l'an dernier et qui comprend 6 grandes thématiques, 6 grands champs d'objectifs. Ces thématiques, elles sont déclinées, mais je vous passerai le détail, en actions phares. Comment on peut mettre en œuvre, par exemple, l'objectif d'harmoniser les procédures, de mutualiser les retours d'expérience. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore en France, contrairement à d'autres pays européens, d'estimation annuelle des cas de méconduite. Ça manque, en effet, à la fois pour voir comment les choses évoluent, comment les chiffres évoluent, est-ce qu'on est en augmentation ou pas, et puis de façon à pouvoir faire une analyse rétroactive de ces cas de méconduite. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent ? Quel est le retour d'expérience que l'on peut avoir, à la fois sur des cas de méconduite, mais aussi sur des cas de bonne pratique, qui ont tout autant à nous apprendre aussi. Former à l'intégrité, promouvoir les valeurs, promouvoir un environnement propice à une science intègre, et puis intégrer, c'est un défi qui est très contemporain, en particulier avec l'ouverture du plan S, qui est le plan pour la science ouverte. Et bien sûr que ça amène d'autres défis, à la fois des bénéfices et peut-être aussi, souligne certains, des risques. L'accès ouvert aux publications, l'accès ouvert aux données, etc. Alors le fait est que mon département ne traite pas directement les allégations, les cas concrets de méconduite. Ceux-ci sont traités directement dans les institutions par les référents intégrité scientifique. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais ce sont eux qui reçoivent, parce qu'il y a une plainte qui est déposée, quelqu'un qui se plaint de la conduite de son collègue, ou bien ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, qui vient signaler une situation.
dans laquelle il n'est pas lui directement impliqué, mais voilà. Et donc, cela, c'est le référent intégrité qui les reçoit et qui va mener une investigation, voir si ces allégations, elles sont avérées ou pas avérées, essayer de rencontrer les uns et les autres, avoir une activité aussi de médiation, un point qui est important. Le but, c'est justement de trouver des terrains d'entente. Quand il y a deux collègues d'un même labo qui se disputent la propriété de certaines données, quand un collègue accuse l'autre de ne pas l'avoir mis sur la liste des auteurs d'une publication, et c'est quand même les cas les plus fréquents, on sent qu'il y a, au-delà de l'aspect scientifique, il y a aussi des aspects relationnels. Ces collègues-là, et là je parle en pensant à certaines situations, ils s'entendaient le mieux du monde. Ils étaient voire très proches. Et puis, à l'occasion de ce problème-là scientifique, leur relation explose. Donc le but aussi du référent intégrité scientifique, c'est de permettre, quand c'est possible, une médiation. Il y a des cas où ça n'est pas possible, et on peut même aller jusqu'à parfois une judiciarisation de la situation. Et donc ces cas-là sont traités directement par le référent intégrité sous la responsabilité de son chef d'établissement. C'est lui qui, au final, prendra une décision de sanction, de statu quo, de poursuite, etc. Alors, toutes ces démarches ou ces perspectives, elles sont encadrées par quelque chose qui s'est créé, un texte qui a été signé en 2015, donc cette fameuse charte nationale de déontologie ou d'intégrité scientifique des métiers de la recherche. Elle a d'abord été signée par 8 opérateurs, par 8 institutions, le CIRAD, le CNRS, l'INRA, l'INSERM, l'Institut Curie, l'IRD, et puis la CPU, qui est la conférence des présidents d'université, qui, sous sa signature, entraînait dans son sillage toute une série d'universités. Il y a pas mal d'universités qui ont signé non pas en leur nom propre, mais sous la signature de la CPU. Et donc, en signant, symboliquement, mais aussi très concrètement, chacun s'engageait à faire respecter ces principes d'intégrité et de rigueur inhérents à la mission de recherche. Donc, cette charte, elle comprend 7 points importants. Respecter la loi, les règlements, ça paraît essentiel. La fiabilité du travail de recherche, savoir communiquer. Et pouvoir communiquer, on n'apprend pas toujours ça dans la formation à la recherche. On peut être un très bon chercheur et être en difficulté pour communiquer. Et concrètement, vous voyez, on peut penser là à ce phénomène dont on parle pas mal en ce moment, qui sont les fake news ou les fake sciences. Et comment le chercheur peut-il enrayer ces fake sciences, quel peut être son rôle, comment il peut s'inscrire dans la société. Et ça demande aussi des compétences en matière de communication. Responsabilité dans le travail collectif, impartialité et indépendance dans l'évaluation et l'expertise, tout ce qui concerne les travaux collaboratifs et les cumuls d'activités, quelque chose qui est très réglementé aussi, en principe, et puis la formation. Alors, il est assez court, ce texte sur la charte nationale, et c'est la raison pour laquelle on va aller trouver d'autres textes, la feuille de route de l'Office, et d'autres encore qui vont développer davantage ces points-là. Mais le fait est que des 8 opérateurs initiaux en 2015, on se retrouve aujourd'hui avec 50 signataires, ce qui est quand même très conséquent, l'espace de 3-4 ans. Et puis, sans compter toutes les universités qui ont pratiquement toutes signé via la CPU. Et parmi ces 50 signataires, pour vous donner un exemple, l'an dernier, il y a l'Agence nationale de la recherche, qui est notre agence de financement de la recherche, l'ANR, outre les financements européens qu'on peut trouver, qui a signé l'an dernier, et ça a été vraiment un moment très important, très symbolique, parce que de ce fait, l'ANR s'engage
Et il y a des enjeux financiers, bien sûr, hein, à faire respecter l'intégrité scientifique dans l'expertise des projets de recherche, mais aussi dans le suivi, hein, de ces projets de recherche, une fois qu'il y a eu des financements. Les écoles d'ingénieurs sous l'égide de la CDFI, qui ont signé aussi cette année, en janvier 2019. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'eux aussi s'emparent de ces questions-là. Et puis, donc, l'ENS Rennes, qui vient de signer en octobre 2019, hein, cette charte. Et la liste de tous ces signataires, on la trouve également sur le site de l'Office. Alors, ce n'est pas le tout de signer. Il faut aussi montrer de quelle façon on s'engage. Et pour pouvoir en rendre compte, l'Office organise une réunion annuelle en octobre 2018, la prochaine en décembre 2019, de tous ces signataires. Et le fait est que cette année, on a souhaité mettre la focale sur deux éléments importants. D'une part, l'évaluation. Comment promouvoir un environnement propice à la recherche. À quoi peuvent s'engager les chefs d'établissement? C'est d'une part à reconsidérer les critères d'évaluation. Ça, c'est un point qui est important, parce qu'il y a une pression, hein, sur ce plan-là. Et puis, le deuxième point, c'est la question de l'encadrement, de ce qu'on appelle le mentorat. Donc la relation entre le directeur de thèse et le doctorant. Parce que c'est là aussi où les choses vont se transmettre. Les bonnes pratiques et les mauvaises, hein, ont à se transmettre. Alors, il y a des spécificités selon les disciplines, hein, je vous le laissais entendre. C'est sûr que, je sais pas, un chercheur en ethnologie ou en sciences de gestion ne va pas procéder, ne va pas forcément être attentif, hein, aux mêmes impératifs qu'un chercheur en biologie ou en mathématiques. Mais au-delà de cette diversité, il y a des valeurs communes, hein, bien évidemment, dans tous les domaines, communes à tous les domaines. Il y a un code auquel on fait toujours référence, et dans son édition révisée, qui est toute récente en 2017, qui est le Code de conduite européen pour l'intégrité en recherche. Et donc voilà les quatre termes, les quatre éléments clés, hein, les quatre mots-clés: fiabilité, honnêteté, respect et responsabilité. Donc on voit bien que ce sont des valeurs fortes, hein, fondatrices, auxquelles il faut toujours, qui doivent nous traverser, hein, l'esprit quand on est chercheur, je dirais quand on est citoyen ou être humain, hein, d'une façon générale. Je vous laisse lire le détail, hein, que contiennent chacun que contiennent ces termes. Bon, ce sont aussi des termes qui mettent l'accent sur la place du chercheur dans la société, et ce fameux dialogue science-société qui est important aujourd'hui, hein. Les universités, les organismes de recherche ne sont pas à part de la société, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein, toutes ces dernières années, mais c'est quelque chose qui est à soutenir pour favoriser ce dialogue entre science et société. Il y a des enjeux fondamentaux. Et puis, pour entrer dans des éléments un peu plus techniques, quand on pense aux données de la recherche, il y a des principes à respecter qui sont ces principes internationaux qu'on appelle les principes FAIR, Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Donc, elles doivent être retrouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. C'est ça ce qu'on appelle les données FAIR. Et ouverture des données, accessibilité, donc archivage. Hein, vous savez peut-être que toutes les publications d'ici très peu de temps, et notamment, enfin obligatoirement pour tout ce qui est recherche financée, doivent être déposées dans des archives, et en particulier, enfin, dans HAL, les archives HAL.
on voit bien que tout cela converge sous le chapeau de l'Open Science et du plan S. Et puis, pour finir sur ce premier temps, éthique, déontologie, intégrité. Éthique, déontologie, intégrité scientifique. Ce sont trois termes très voisins. On a souvent indifféremment parlé d'éthique et d'intégrité scientifique. Ils ont quand même, on peut quand même souligner des spécificités pour ce qu'on peut considérer comme ces trois piliers de l'excellence. Alors bon, il faut user de ce terme-là avec précaution, de l'excellence scientifique. L'éthique en recherche, quand on dit je me pose des questions éthiques ou je me demande si il n'y a pas des conflits, des questions d'ordre éthique dans ce que je fais, c'est tout ce qui va concerner les progrès de la science, les avancées, leurs répercussions sociétales, en sciences de la vie, par exemple, en biologie, pour les causes environnementales. Est-ce qu'on a raison d'appeler progrès ce que l'on est en train de faire? Sont des questions qui donnent toujours lieu à des débats. On peut être partisan en faveur d'une cause plutôt que d'une autre. En particulier, quand les recherches incluent des sujets humains, bien sûr, il est fréquent qu'il y ait des questions d'ordre éthique, mais pas uniquement. On parle beaucoup d'éthique dans les recherches qui portent sur les animaux, ou qui incluent des animaux, on en parle de plus en plus. Et puis, concernant l'environnement, bien sûr, le développement durable. C'est difficile de considérer qu'il y a un et un seul avis dans ces questions d'ordre éthique. C'est pour ça qu'on dit que c'est toujours quelque chose qui doit être débattu et sous la forme de débats éclairés, c'est-à-dire en bonne connaissance de cause et non pas suivre l'air du temps au gré des réseaux sociaux, etc. Il y a une dimension culturelle parce que la question de, je sais pas, de la fin de vie ou d'autres questions, on voit bien que selon la culture dans laquelle on se trouve, on ne va pas forcément y répondre de la même façon ou mettre les mêmes interdits. Donc ça, c'est aussi une réflexion qui nous engage à nous décentrer de nos propres convictions, de nos propres stéréotypes. Est-ce qu'on est forcément dans une vision toujours universelle, interchangeable sur le plan éthique? C'est loin d'être le cas. Et dès moi, je fais un enseignement sur l'approche interculturelle, et dès qu'on va dans cette direction-là, ça nous permet de relativiser nos propres convictions, nos propres positionnements, et de considérer qu'il y a peut-être d'autres valeurs ailleurs. Ces questions d'ordre éthique, elles sont débattues, des avis sont donnés par des comités d'éthique. Il en existe plusieurs sortes. Le comité consultatif national d'éthique, par exemple, qui donne des avis assez régulièrement sur la PMA, sur la migration. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps. Enfin, allez voir sur le site du CCNE. Il y a des comités d'éthique à l'intérieur de certains organismes. C'est le cas pour le CNRS, qui est doté du COMETS, un comité d'éthique propre au CNRS, qui rend aussi des avis. Certains avis récents, par exemple, ont porté sur la question du plagiat et de ses enjeux, de ses répercussions. D'autres sur les fake sciences, précisément, comment on peut réduire les fake sciences, avec un texte qui est assez intéressant et qui se conclut par toute une série de recommandations.
Donc voilà pour l'éthique. On voit bien que sont toujours des enjeux qui sont nourris par des débats et des débats qui doivent être éclairés. On est loin du yaka Fouque. La déontologie qui nous concerne, nous, alors, dans la fonction publique, c'est la déontologie du fonctionnaire, telle qu'elle est précisée par les textes en vigueur, et notamment avec une loi qui date de 83 sur les fonctionnaires, mais qui a été révisée en 2016, qu'on appelle la loi Le Pors révisée. Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Donc on voit que ça recouvre un petit peu, ça vous fait sourire, bon, mais bon, c'est des valeurs, voilà, des déclarations d'intention, en tout cas. On voit que ça recouvre pour partie ces questions d'intégrité scientifique, et ça montre à quel point déontologie, intégrité scientifique, mais aussi éthique sont des termes assez voisins finalement. Mais en tout cas, sachant qu'il y a une loi qui précise ce cadre. En particulier, alors, la question des liens d'intérêt et des conflits d'intérêts, qui est maintenant, qui fait l'objet d'une des missions de ce qui est assez récent pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est le collège de déontologie de ce ministère-là, et qui a été créé en 2018, ce collège de déontologie, parce que la loi dans la fonction publique veut que toutes les instances, institutions se dotent, et les ministères se dotent d'un collège de déontologie. Donc c'est chose faite, mais depuis un an, vous voyez que c'est assez récent, et en l'espace d'un an, ce collège, il est présidé par Bernard Stirn, qui est un ancien conseiller d'État. Depuis un an, je vous dirais qu'ils reçoivent de plus en plus de situations, de demandes d'avis, etc. Pourquoi ? Parce que, en particulier, les dossiers qu'ils ont à traiter concernent des questions de conflit d'intérêts et puis aussi de constitution des comités de recrutement et enfin toutes les questions de harcèlement. Donc voilà les trois grands domaines dont ils se sont emparés. Alors les conflits d'intérêts, c'est aussi un point d'achoppement concernant l'intégrité scientifique. Est-ce qu'on peut à la fois, je ne sais pas, être rémunéré par un organisme X alors que la recherche que l'on mène viserait au final à le favoriser. Est-ce qu'on peut recevoir une dotation d'un organisme qui risquerait d'infléchir ou de biaiser notre démarche de recherche? Alors, dans la vie, des liens d'intérêt, et je fais la distinction entre liens et conflits d'intérêt. Des liens d'intérêt, on en a tous. Il suffit qu'on connaisse, je ne sais pas, le futur candidat qui va être recruté parce qu'on a participé à un jury de soutenance de thèse ou de soutenance d'habilitation à diriger des recherches. La communauté scientifique, c'est un tout petit monde. Et en particulier en intradisciplinaire, on se connaît pratiquement tous. Donc si on se connaît tous, ou pratiquement tous, on est forcément en lien. Mais ceci pour vous permettre de faire la distinction, c'est un point qui est intéressant, qui n'est pas toujours fait, entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, quand on fait une demande de financement, quand on devient membre d'un comité de recrutement, on nous demande de faire une déclaration de lien d'intérêt, ou quand on fait partie d'un conseil ou d'un comité d'éthique, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire qu'on dévoile des conflits potentiels, mais au moins on met à jour de façon transparente les liens que l'on peut avoir. Et c'est un point qui est important, qui ne préjuge pas du conflit d'intérêt, mais qui marque clairement quels sont nos liens, le risque étant qu'effectivement, il puisse y avoir un conflit d'intérêts. Mais voilà, donc ça c'est un point qui est important à souligner. Et puis, l'intégrité scientifique,
donc qui va comprendre les valeurs et les règles qui gouvernent la pratique de recherche, donc celles que je vous ai données, fiabilité, honnêteté, respect, responsabilité, et puis ces fameux principes FAIR pour les données de la recherche. Alors on peut dire que, puisqu'on parle du chercheur en tant que professionnel, et les doctorants sont aussi des chercheurs, ils ne le savent pas toujours, donc ils sont des jeunes chercheurs, non pas des seniors, mais ils ont le statut vraiment de chercheurs, et donc à ce titre-là, ils peuvent se référer à ce code professionnel-là concernant l'intégrité scientifique, le code de conduite européen pour l'intégrité scientifique. Il y a d'autres textes, il y a un ouvrage tout récent qui est paru cette année en anglais, qui a été rédigé, enfin qui est proposé par le réseau européen des référents des offices de l'intégrité scientifique, qui est vraiment très intéressant parce qu'il actualise tous les textes en vigueur et il préconise les différentes étapes pour traiter de l'intégrité scientifique. Et là, l'intégrité scientifique, elle regarde qui ? Qui est concerné ? Ce sont les chercheurs, et quels sont les organismes qui peuvent structurer, qui peuvent encadrer une démarche intègre. Il y a l'Office français de l'intégrité scientifique, il y a les établissements, bien sûr, les chefs d'établissement, et puis les référents intégrité scientifique, précisément. Donc on est dans cette configuration-là, en France, pour essayer d'avancer sur ces questions, sachant que on a le monde scientifique ces dernières années a pu être un peu ébranlé ou secoué par certaines affaires qui ont été largement médiatisées et qui peut-être témoignaient qu'on avait cette tendance-là à mettre un petit peu ce qui nous dérangeait sous le tapis. C'est un procédé qui est bien connu. Or, on se rend compte que quand on procède ainsi, les choses reviennent toujours en boomerang, et il vaut mieux faire de la prévention pour ne pas se retrouver confronté précisément à des grands coups d'éclat médiatiques. Donc ceci pour vous dire, et là j'en termine avec cette première partie, que dans la façon dont on peut concevoir les choses, il y a vraiment deux dimensions qui sont importantes. La dimension régulation, et là on parle des fraudes, des méconduites, et comment les traiter, comment les prendre en compte. Bien sûr que c'est fondamental, mais j'ajouterais que ça doit vraiment être assorti d'une prévention. Comment on peut prévenir tout cela ? Si on veut non pas s'arrêter uniquement aux comportements, une fois qu'ils sont réalisés, mais aussi être en amont et pouvoir permettre, alors on dirait le terme il est peut-être un peu grand, mais en tout cas c'est l'objectif vraiment qu'il faut avoir, permettre une appropriation culturelle. Il faut changer notre façon de voir les choses sur le plan de la recherche, et ça procède d'un changement non plus seulement de comportement, mais aussi un changement de pensée. Comment je pense ma recherche, à quoi je dois être vigilant pour moi, pour mes collègues et pour les plus jeunes, pour ceux que j'encadre et qui vont avoir leur directeur de thèse comme modèle, en fait. Donc il y a ce volet prévention qui est vraiment complémentaire du volet régulation. Merci déjà pour vos contributions en atelier, parce que vous allez le voir, vous avez largement alimenté ce que je vais vous proposer là à présent. Donc en commençant par l'intégrité scientifique et ses enjeux, parce que ce que vous avez souligné, c'est ce qu'on va retrouver dans un des récents textes de Science Europe de 2015, 7 raisons pour prendre soin, pour préserver l'intégrité dans la recherche. Donc cette raison, la première, c'est préserver les fondements de la science. Vous l'avez tous souligné, la science et ses valeurs comme bien commun universel. Ça, c'est un point de départ qui traverse toute l'histoire de la science. Justifier la confiance du public dans la science et dans les chercheurs, ça a été évoqué également ce matin.
Garantir le bon usage des investissements dans la recherche, donc là c'est en effet les modes de financement en particulier. Protéger la réputation et les carrières des chercheurs, qui parfois sont mises à mal, mais je lisais un tout récent sondage qui date de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, où apparemment, en France, on aurait plutôt confiance dans la science et dans les chercheurs. Donc c'est plutôt rassurant. Bon, à voir quelle méthodologie ils ont utilisée dans leur questionnaire, mais voilà, c'est quelque chose de récent. Éviter les répercussions dommageables sur les patients et le public. Ça a été souligné dans les exemples des mises en situation que vous avez eus ce matin. Une autre raison, c'est promouvoir les avancées économiques. Mais là, on voit qu'il y a une course à l'excellence au sein d'un pays, mais entre les pays sur le plan international. Et puis, bien sûr, éviter les pertes de ressources financières ou humaines. Il y a un gâchis qui peut être phénoménal. Je ne sais plus quel est le taux, mais je lisais le ratio entre l'importance des financements, les montants des financements et les résultats effectifs obtenus dans la recherche. Donc, il y a de quoi se questionner, en fait. Est-ce que c'est un contexte nouveau, ces problèmes de méconduite, de manquement à l'intégrité scientifique? On en parle beaucoup, à juste titre aujourd'hui, mais on pourrait dire depuis que la science existe, on a connaissance de situations ou de contextes ou de personnes, dont certaines très très célèbres, qui sont connues pour ayant peut-être fait du plagiat. En prenant le cas de Ptolémée, déjà, qui aurait utilisé en fait des connaissances qui avaient été acquises par d'autres avant lui. Galilée, qui aurait fabriqué certaines données, bon, contrebalancé par l'apport considérable, révolutionnaire de Galilée, mais voilà. Grégory Mendel, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui était un généticien, qui a falsifié ces données, et Lysenko, qu'on cite volontiers aussi, parce que non seulement il a falsifié des données, mais en instrumentalisant ces résultats à des fins politiques, de propagande et d'idéologie. On n'en a pas parlé là ce matin, mais ça peut aussi être le cas. Donc ce n'est pas un contexte qui est nouveau. Bien sûr, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, de la diffusion des informations, et puis de la science ouverte, possiblement aussi, on en parle davantage. Il y a eu des affaires contemporaines retentissantes. Alors, je ne parlerai pas de celles qui sont en cours, pour cette raison-là, mais il y a eu, et je l'ai entendu ce matin, cette histoire concernant la mise en cause du vaccin rougeole, oreillon, rubéole, qui aurait été censé provoquer des cas d'autisme, donc par un chirurgien anglais, Wakefield, qui a été sanctionné, dont les articles étaient parus dans la prestigieuse revue The Lancet, et donc il a été sanctionné, son article a été rétracté, il a été interdit d'exercice en Grande-Bretagne, mais le fait est qu'il est depuis aux États-Unis invité ostensiblement, y compris par Trump. Voilà. Un archéologue, pour prendre un autre domaine, un archéologue japonais, Fujimura, qui lui, pour valoriser une pseudo-découverte, avait utilisé en fait des objets archéologiques qu'il avait sa propre possession en les enfouissant pour faire croire à une découverte. Il y a de l'imagination dans ces cas-là. Schoen, qui était un brillant jeune physicien allemand, et qui a falsifié vraiment. Il était très très productif et en général, on peut se poser la question de se demander comment on peut produire un article par semaine en l'espace de l'année, enfin au cours de l'année 2001. Wang, qui était un biologiste sud-coréen qui a falsifié des données, qui travaillait sur le clonage de cellules humaines, parution dans Science, qui a écopé de 2 ans de prison. Donc la loi ne transige pas là-bas. Stapel, qui est un chercheur en psychologie sociale aux Pays-Bas et qui a falsifié des données pour au moins 55 de ses 137 articles.
Et je ne sais pas si j'en reparle après, mais il a reconnu lui-même, il a fait son mea culpa, et il a reconnu qu'il avait été grisé par la notoriété, par le succès. Voilà. Olivier Voynet, chercheur français en biologie végétale, CNRS, et puis en délégation à l'ETHZ de Zurich, et qui a été mis en cause par PubPeer, qui est un site de déclaration, enfin, où on peut déclarer anonymement, mettre en cause les publications de certains chercheurs. Et lui, il avait été mis en cause pour des manipulations d'images. Il a été sanctionné au bout de plusieurs années, parce que la commission d'instruction a duré pas mal de temps, pour différentes raisons. Et c'est là où on voit toute la lenteur du système, contre laquelle, depuis, on a mis en place des procédures, on a réfléchi à quel lien établir entre une institution française et son homologue à l'international, quand il y a des recherches qui impliquent plusieurs pays. Encore faut-il que les procédures soient de même, soient analogues, ou qu'elles aillent en convergence. Et puis, cette année, il y a peu de temps, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est une dépêche qui est parue le mois dernier de la part de la DFG, qui est l'agence de financement allemande, l'agence de financement de la recherche allemande, qui vient de prononcer des sanctions à l'égard de Birnbaumer, chercheur allemand en sciences de la vie, et qui a falsifié des données, et donc rétractation d'articles, et il vient d'être exclu pour 5 ans, pour une durée de 5 ans, de toute soumission de projet à la DFG. Et puis, là, je ne parlerai pas parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, mais reste entière la question des fake sciences et des réseaux sociaux, et de comment ils risquent de contribuer aussi à ces dérives par rapport à l'intégrité scientifique. Alors, tout au long de la matinée, on a parlé de fraude scientifique, de méconduite. De quoi s'agit-il en fait? Et c'est vrai qu'il faut se référer à une définition qui permet d'exclure certaines situations. Et le caractère intentionnel, il est vraiment fondamental à caractériser, parce qu'il peut y avoir des situations où le chercheur, consciemment, n'a pas eu l'intention de frauder. Et ces cas sont pas rares, en fait. Et la fraude avérée, vous voyez, elle concerne environ 2% des chercheurs de la recherche. Donc on peut dire, c'est toujours trop, 2%, mais ça reste un phénomène qui est marginal, somme toute, même si spectaculaire, parce qu'on en parle beaucoup, c'est très largement médiatisé. Donc la véritable fraude ne peut être involontaire. Il y a un caractère intentionnel et un caractère de gravité. Alors certains parmi mes collègues, à juste titre, disent ce qui aggrave la fraude, c'est la répétition. Non seulement la personne a fraudé une fois et on l'a remise un petit peu dans les clous, mais si elle reproduit le même comportement, la même conduite, c'est là où ça devient quand même inquiétant. Après, le taux de chercheurs qui admettent, vous me direz, c'est déclaratif, donc c'est un peu l'iceberg, avec la partie émergée du phénomène. Avoir adopté au moins une fois des pratiques questionnables est de l'ordre de 5%. Est-ce qu'on admet aisément avoir fraudé? Ça, je ne sais pas, l'histoire le démontrera peut-être. Et puis le taux de chercheurs qui constatent avoir observé chez leurs collègues des pratiques questionnables, là on augmente, on est de l'ordre de 20%. Après, il y a un indicateur qui est signifiant, c'est le taux de rétractation d'articles. Un article qui a été publié et pour lequel il s'avère qu'ont été identifiées des falsifications, des manipulations d'images. Là, il est de l'ordre de 0,1%. WOS, c'est le Web of Science, qui est une des bases de données
de publications les plus utilisées internationalement. Enfin, voilà. Il y a un site également, Retraction Watch, qui recense les articles qui ont été rétractés. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, c'est toujours... faire une typologie des manquements, ça n'est jamais exhaustif, parce que l'imagination humaine est infinie, donc on peut concevoir d'autres types de conduite ou de comportement, mais assez classiquement, il y a ce qu'on appelle la fraude avérée, qui là est incontestable, c'est le fameux FFP, falsification, fabrication, plagiat. Et puis, à côté de cela, on a tout ce cortège des pratiques questionnables, ou les questionable, il n'y a pas de S, research, donc les QRP, questionable research practices. Donc c'est l'embellissement des données. Donc on n'a pas vraiment falsifié, mais on a mis la focale sur une partie de nos données pour les mettre en exergue, les mettre en relief. C'est la segmentation de publication, ce qu'on appelle en anglais le salami slicing. C'est le fait de démultiplier nos publications de façon à accroître le nombre de publications. La non-conservation ou utilisation sélective de données et les pratiques douteuses par rapport aux auteurs, ce qu'on appelle les pratiques d'autorat ou authorship, qui représentent quand même 2/3 des conflits, il faut dire. Et puis, il y a un troisième ensemble, une troisième catégorie, qui sont les conflits d'intérêts, les conduites inappropriées, qui là vont être plus du ressort du collège de déontologie du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Conflits d'intérêts, abus de pouvoir, harcèlement. Ça fait déjà pas mal. Alors, on a parlé de plagiat, et vous en avez parlé dans vos ateliers. Il y a différentes formes de plagiat. C'est évidemment copier-coller, faire du copiage de texte sans citer ses sources. Logiciel anti-plagiat, compilation, je vous ai dit les limites de cet outil. C'est le fait de s'approprier les résultats d'un autre chercheur, source fréquente de conflits dans un laboratoire. L'autoplagiat, on en a parlé, mais il y a aussi le vol d'idées, le vol de données. C'est le fait d'être soi-même expert pour des projets de recherche. On est sollicité pour être expert et il arrive sous nos yeux un projet avec une super idée qu'on va reprendre plus tard, voilà, en la faisant passer pour en ayant la paternité. Le vol de production culturelle dans le domaine des sciences humaines et sociales, cette question du vol d'idées, elle est aussi complexe. À partir de quand l'auteur d'un roman peut se sentir lésé parce qu'il lit chez un autre ses propres idées ou sa propre trame de roman. Donc là, ça devient très compliqué. Et vous avez bien mis l'accent sur le fait que le plagiat n'est pas qualifiable juridiquement. C'est la contrefaçon qui est un délit conformément au Code de la propriété intellectuelle. J'ai mis aussi l'éclairage, la focale sur les règles d'autorat, de paternité d'articles qui vous ont mobilisé également ce matin. Alors, il s'agit, quel est l'objectif là? C'est d'éviter les auteurs fantômes, donc ceux qu'on oublie de citer précisément, ou bien les signatures de complaisance, les cadeaux qu'on fait à certains. Le vidéaste dans l'exemple, dans la mise en situation de tout à l'heure. Voilà. Un financeur ou un généreux donateur qui nous a apporté un financement, mais qui n'a contribué en rien à l'écriture et à la procédure de recherche. Et donc, il y a des règles aujourd'hui, fort heureusement, qu'on va trouver par exemple, dans COP, Committee on Publication Ethics,
et dans d'autres maisons d'édition, un auteur doit remplir simultanément, hein, à la fois ces conditions-là, avoir joué un rôle substantiel dans la conception ou l'exécution de la recherche, ou dans l'acquisition, l'analyse, l'interprétation des résultats, avoir écrit la première version du manuscrit, ou contribué, ou avoir participé à sa révision de façon substantielle. Donc ça écarte aussi certains. Avoir approuvé la version du manuscrit qui sera publiée et engager sa responsabilité pour l'ensemble du travail. Donc ça veut dire être un interlocuteur à même de répondre, hein, aux questions de la maison d'édition, de la revue. Donc, subséquemment, avoir apporté un financement, diriger une thèse, ça ne suffit pas du tout pour être auteur. Et il y a cette notion de contributeur et de collaborateur avec des précisions qui sont de plus en plus demandées par les revues. Alors, il y a une taxonomie qui s'appelle Credit, qu'on peut trouver sur ce site, hein, qui liste les 14 types de contributions avec les rôles respectifs que ça sous-entend, les activités associées. Alors, vous avez mis l'accent, hein, sur les moteurs. Qu'est-ce qui pousse à enfreindre ces règles d'intégrité scientifique ? Bien sûr, il y a possiblement, c'était le cas du fameux Stapel, hein, le néerlandais psychologie sociale, besoin de reconnaissance, les égos, parfois surdimensionnés, qu'on trouve aussi la nature humaine est ainsi faite, hein, la course à la notoriété, des enjeux financiers, hein, je vous l'ai dit, les finances publiques qui sont apportées à la recherche sont largement insuffisantes. Donc, on a toujours besoin de davantage de ressources pour les recherches, et d'une part, et donc ces financements, l'obtention de ces financements, elle est dépendante de critères d'attribution et largement des critères de publication. Et puis, ces contrats sont indexés à court terme, c'est-à-dire que non seulement, hein, on passe notre temps à chercher des financements, mais dans une temporalité qui est discontinue. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on est, voire même moins, tous les 2 ans, on est à nouveau dans cette démarche de recherche de financement. Ça donne une idée discontinue, hein, de la recherche et d'une pensée en mouvement dans la recherche. Et il y a des dérives, hein, ce sont ces impératifs de production et de fameux impact factor, publish or perish, qui est présent. Alors, les chercheurs, ils sont soumis à, on peut dire, à une injonction paradoxale, parce que d'un côté, on leur dit il faut avoir le souci de critères qui soient davantage qualitatifs. Quel sens a votre recherche? Quel en est son impact? C'est pas le tout de produire à outrance. Et puis, de l'autre côté, on reste encore dans les modalités d'évaluation, dans les critères d'évaluation, avec des critères quantitatifs. Donc, c'est vraiment un écartèlement, hein, entre des critères quantitatifs et des critères qualitatifs, aussi bien sur le plan de l'évaluation collective. Tous les 5 ans, hein, il y a ces évaluations des laboratoires, des établissements, des évaluations de projets. Et puis, sur le plan individuel, l'évaluation de la carrière. Pour obtenir une promotion, le chercheur, dans son CV, va mentionner ses publications, et également dans les comités de recrutement. Donc, avec des critères bibliométriques quantitatifs. Ça permet de comprendre et de lire cette augmentation exponentielle de publications. Il y a plus de 3 millions de nouveaux articles publiés par an. Plus de 3 millions de nouveaux articles publiés par an. Comment voulez-vous qu'on lise tous ces articles-là? C'est assez vertigineux. Et puis, ça, on n'en a pas parlé ce matin, c'est les politiques de certaines revues. Ah, j'ai fait une petite faute d'orthographe là. Ce qu'on appelle les revues prédatrices, ou les predatory journals,
On a aussi les Predatory Congress, qui sont, le terme est un peu inquiétant, mais qui sont peu regardantes sur ce qu'on va leur soumettre. Il n'y a pas de comité éditorial, hein, pas de reviewer, qui, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes, sont prêts à vous publier, quelle que soit la valeur de ce que vous leur soumettez. Donc c'est ce qu'on appelle des revues prédatrices qui vraiment constituent un phénomène qui est assez inquiétant et qui est assez dérangeant dans la communauté des chercheurs. Et on a tenté de lister ces fameuses revues prédatrices. Il y a un site qui... Alors, il y a eu des listes dans le passé, mais le site aujourd'hui, c'est le Stop Predatory Journals. Donc, si vous voulez publier dans des revues de bonne qualité, qui sont bien référencées, soyez vigilants et vérifiez auparavant qu'ils ne font pas partie de ces listes-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quel traitement? Les référents à l'intégrité scientifique ont un rôle central à jouer à ce niveau-là, et leurs missions ont été précisées, leurs missions à ces référents ont été précisées dans le Vademecum de 2017, que vous pouvez trouver sur le site internet de l'Office. Et ces référents ont une fonction de vigilance, des fonctions de prévention et de traitement des manquements à l'intégrité scientifique, et ils ont à rendre compte aussi sur les dossiers de manquements traités, rendre compte à leur chef d'établissement. Voilà pour leur mission très générale. Après, elles peuvent se décliner différemment selon les établissements. Certains d'entre eux vont s'engager, s'investir très précisément en dispensant des enseignements à l'intégrité scientifique. D'autres vont structurer cet enseignement qui va être donné par d'autres. Enfin, après, tous les possibles sont envisageables. Il faut savoir qu'il y a un établissement qui avait été pionnier en la matière, qui est l'INSERM, donc recherche médicale, qui avait, en 1999 déjà, été le premier organisme à se doter d'une délégation à l'intégrité scientifique. Et la personne qui est en poste là, c'est Ghislaine Filiatro, justement, que vous citiez. Les référents intégrité scientifique, ils étaient très peu, hein, il y a quelques années, une cinquantaine en début 2018, aujourd'hui ils sont 112. Hein, donc ça montre vraiment la prise de conscience des établissements qui ont nommé, hein, qui ont fait l'effort de nommer des référents à l'intégrité scientifique, dont l'ENS de Rennes, ce dont on ne peut que se féliciter. Ils sont organisés de façon plus ou moins formelle. Ils ont un réseau qui s'appelle le RESINT, le réseau intégrité, qui fonctionne, qui se réunit 2 fois par an à peu près, et qui s'est constitué en groupe de travail plus spécifique sur la formation, sur les procédures, sur les particularités en sciences humaines et sociales. Voilà. Ils ont produit, à la fin de l'année dernière, un guide. Ça, c'est un point qui est important, qui leur permet d'harmoniser leurs pratiques quand ils se retrouvent face à des situations d'allégation de manquement ou de traitement, hein, de méconduite. Et on a publié au niveau de l'Office et du Conseil un guide à l'usage des chefs d'établissement. Le guide précédent dont je vous parlais, c'est le guide à l'usage des référents intégrité, et un à l'usage des chefs d'établissement, qui est également disponible sur le site de l'Office. Qu'est-ce que doit faire un chef d'établissement, hein, une fois qu'il a en main un dossier un peu épineux? Concrètement,
on est dans une démarche qu'on essaye d'être contradictoire, on entend toutes les parties, avec, c'est un point important aussi, hein, une présomption d'innocence et la protection donc de tous les protagonistes, y compris celui qui est accusé, qui est incriminé pour la fraude. Y compris les lanceurs d'alerte aussi, on n'en a pas parlé là, mais c'est également une fonction, un statut récent. Hein, donc, en partant du signalement, il y a un examen préliminaire, une investigation avec le référent intégrité scientifique sous la houlette, sous la responsabilité de son chef d'établissement. Donc là, bon, on discerne mal, mais c'est la dernière page du guide des référents intégrité scientifique, hein, avec un logigramme qui pointe, qui identifie les différentes étapes, hein, du traitement. Ce qui peut être plus compliqué quand on dépasse le seul cadre de l'intra-institution, hein, quand on est avec un manquement qui implique des chercheurs de plusieurs établissements. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Quand ça implique des chercheurs à l'international, ça se complique davantage encore. Les suites qui sont données, on peut voir que certaines vont s'acheminer vers la demande de correction d'articles, voire la rétractation d'articles. Ça peut être des sanctions aussi en interne, hein, au niveau de la DRH. Et là, pour ce qui concerne la fonction publique, il y a une liste des sanctions possibles qui existent. Ça peut être des sanctions financières. L'exemple de l'agence allemande de financement en est un, puisqu'ils envisagent de réclamer le remboursement du financement aux chercheurs allemands, hein, qui est incriminé. Notre agence française, l'ANR, l'Agence nationale de financement, envisage aussi, hein, de telles conséquences, possiblement. Elle ne l'a jamais fait jusqu'à présent, mais elle l'envisage. Ça peut être des conséquences judiciaires, quand il y a une procédure judiciaire, ça peut parfois aller jusque-là. Et une des missions de l'Office, c'est de pouvoir mutualiser, harmoniser, hein, toutes ces pratiques-là. Alors, on ne peut pas s'arrêter à identifier les manquements, voir comment il s'agit de les traiter, sans aller jusqu'à réfléchir sur quel dispositif de prévention mettre en place. Et c'est là où je pense que les choses sont à la fois complexes et intéressantes. Hein, complexes parce que c'est tout un système, on peut dire un écosystème, hein, qui est concerné par cette question de l'intégrité scientifique. Mais intéressant parce que ça nécessite de travailler en amont, c'est-à-dire bien sûr avec les chercheurs, les jeunes chercheurs, les chercheurs seniors, les institutions, mais je crois qu'il y a une vraie démarche à engager auprès des plus jeunes, voire des très jeunes. Et on peut tout à fait, avec des enfants, à l'occasion de portes ouvertes ou de fêtes de la science, les sensibiliser à la méthode scientifique. Donc, si on prend effectivement un point qu'on a souligné là antérieurement, il s'agit bien sûr de diminuer la pression qui s'exerce sur les chercheurs. Alors, ça n'est pas faute de texte, hein, parce qu'il y a une déclaration de San Francisco, qui est la DORA, le manifeste de Leiden, qui sont autant de textes qui ont mis l'accent sur la nécessité d'impliquer les établissements, les institutions, pour contrebalancer des indicateurs purement quantitatifs. Mais là, il y a encore cette mise en tension, hein, au niveau des chercheurs eux-mêmes qui sont confrontés à cette injonction paradoxale dont je vous parlais. Un levier qui est important, c'est la formation, hein, je viens de le dire. Alors, il y a cet arrêté de 2016 qui oblige les écoles doctorales, hein, à introduire une sensibilisation
à l'éthique et à l'intégrité scientifique, mais il faut penser, c'est ce que je viens de dire, aussi aux seniors. Il faut penser aussi aux candidats à l'HDR. Vous savez ce que c'est l'HDR, hein? C'est l'habilitation à diriger des recherches qui pourrait inclure, hein, dans cette démarche de demande d'HDR, une sensibilisation à l'intégrité scientifique, mais c'est aussi les personnels de recherche, les personnels de laboratoire qui sont partie prenante, hein, du collectif de recherche, et les étudiants de master. Il n'est jamais trop tôt pour s'approprier cette démarche-là. Ça se fait parfois, hein, dans certaines offres de formation, mais ça n'est pas quelque chose de généralisé. Et on aimerait bien qu'il y ait des directives ministérielles, hein, pour introduire systématiquement ces questions d'intégrité, d'éthique dans les offres de formation dès le master, voire même avant. Et puis, il y a tout un travail de sensibilisation auquel tous les chercheurs sont invités à participer, hein, pour lutter contre la pseudoscience, la post-vérité, ce qu'on appelle la fake science aujourd'hui, en primaire et secondaire. Là, je vous invite à lire un des derniers avis du COMETS, le comité d'éthique du CNRS, sur la question. Faire comprendre la méthode scientifique, éduquer à la pensée critique et à la controverse, hein, et non plus aux avis très dichotomiques, très clivés, très tranchés qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Intégrer, c'est aussi une dynamique qui est en mouvement, les sciences participatives, de façon à mieux former les citoyens à cette démarche scientifique. Et puis l'Office a bien sûr fait partie prenante, hein, de ces dispositifs de prévention. On est en train de cartographier l'offre de formation à l'intégrité scientifique de façon à pouvoir l'harmoniser, parce qu'on a aussi bien des cours en ligne que quelques conférences annuelles ou des cours en présentiel, des mises en situation par des jeux de rôle, par des ateliers, au travail d'atelier. On propose des séminaires à l'adresse des référents intégrité scientifique. On a organisé à l'Office un séminaire sur les aspects juridiques de leur mission, et ça correspondait à une demande importante de leur part. L'idée, c'est d'en proposer un autre l'année prochaine sur les aspects de médiation, parce que c'est une grande partie de un grand volet de leur travail, un travail de médiation, et on ne s'improvise pas médiateur. Hein, donc il y a des éléments à intégrer sur ce plan-là. On a vocation à organiser des colloques. Le premier en date a eu lieu en avril sur intégrité scientifique et sciences ouvertes. On s'efforce de faire prendre en compte par les organismes d'évaluation des critères d'intégrité scientifique. Hein, qu'est-ce qui est mis en place dans les laboratoires qui peut témoigner de la prise en compte de l'intégrité scientifique. On n'en a pas parlé là, mais il y a aussi, ça fait partie des critères, mais il est loin d'être le seul, la présence ou pas d'un cahier de laboratoire sur lequel on va pouvoir consigner les résultats, la méthode, etc. Ça peut être un indicateur, une traçabilité, hein, de notre démarche. Et puis, on envisage de faire des analyses rétrospectives de cas, de situations, de méconduite, mais aussi de cas de bonne pratique, hein, puisque les deux sont intéressantes à analyser. Et tout cela se traduit au travers de 6 grandes thématiques qui structurent les missions de l'Office. Tout ce qui concerne l'harmonisation des procédures. Je vous laisse lire, hein, les paragraphes. Tout ce qui concerne la formation à l'intégrité scientifique. Et là, on participe aussi à des programmes européens qui visent à mutualiser les meilleurs exemples de bonnes pratiques avec nos pays voisins.
Et enfin, troisième lieu, promouvoir les valeurs de l'intégrité. Donc tous les ans, on organise une conférence, une réunion pour les signataires de cette fameuse charte nationale de déontologie des métiers de la recherche. Et les trois autres thématiques importantes, c'est promouvoir un environnement propice à une science intègre. Et là, c'est vrai qu'on est dans une approche que moi, je peux qualifier d'écosystémique, hein, qui va engager tous les acteurs concernés par ces questions-là. Intégrer les enjeux de la science ouverte, parce que Open Science ouvre, le cas de le dire, sur des perspectives qui sont à la fois très enthousiasmantes, stimulantes pour la recherche, et aussi sur lesquelles on a besoin de s'arrêter pour réfléchir à l'incidence que ça peut avoir également sur le plan de l'intégrité scientifique. Et enfin, renforcement de la visibilité à l'international. Donc il y a un réseau qui regroupe les principaux organismes, en tout cas ceux de 23 pays, des organismes dédiés à l'intégrité scientifique, avec un site qui est assez intéressant, NRIO, de ce réseau. Il y a des congrès mondiaux. Il y a eu un congrès mondial sur l'intégrité scientifique qui s'est déroulé à Hong Kong en juin dernier, auquel j'ai participé. Bon, il y avait quand même plus de 700 participants. L'intérêt, c'est toujours difficile de voir ce qu'on peut retirer de ces grands messes-là, hein, mais un des intérêts que je retiendrai, c'est un texte, un manifeste, hein, comme on dit, qui met l'accent sur l'évaluation individuelle du chercheur et qu'est-ce qu'il faudrait modifier sur ce plan-là pour permettre un environnement propice à l'intégrité scientifique. Je regarde si... Oui. Donc, ceci pour vous dire synthétiquement que traiter, réguler et prévenir, c'est vraiment deux actions indispensables. Il faut toujours prendre en considération ces deux volets, ces deux temporalités différentes aussi, hein, et de façon à intégrer ces trois niveaux-là, hein, qui sont les niveaux au niveau institutionnel, où vont œuvrer les référents à l'intégrité scientifique, au niveau national, dans le cadre de leur réseau, le RESINT, mais au niveau national, on va trouver aussi l'Office et son conseil, le COFIS, et puis également au niveau européen et international. Deux actions indissociables, si on veut, en effet, et c'est le terme qu'on a utilisé ce matin, qui est une vraie culture, hein, de l'intégrité scientifique, ce qui demande un travail de fond, hein, bien évidemment. On n'est pas dans l'immédiateté. Et ce qui demande aussi de prendre en considération tout le contexte. Hein, c'est pour ça que je parlais d'approche écosystémique. Et on voit bien là, avec ce schéma, que ce contexte, il est complexe. Hein, là, c'est un schéma que j'ai repris de l'Académie des sciences américaine, qui a publié aussi un texte extrêmement très intéressant en 2017, Fostering Integrity in Research, et qui prend en compte tout ce système dans lequel se trouve le chercheur, aussi bien, alors, avec d'autres participants, les promoteurs et autorités, les institutions, son organisme de recherche, de rattachement, mais aussi les maisons d'édition et les revues. Et enfin, tout ce qui est médiatisation, qui comprend également le public. Hein. Et puis des dispositifs, des systèmes, le système éducatif de formation, hein, donc les universités, les systèmes de formation d'enseignement supérieur, les agences de financement. On a parlé de l'agence de financement public, qui est l'ANR. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres agences de financement privées, hein, qui existent aussi. La façon dont on va traiter les méconduites, quels dispositifs sont mis en place, quelles sont les incitations, est-ce qu'on promeut, est-ce qu'on valorise les bonnes pratiques chez le chercheur.
c'est pas si évident que ça. Et puis, tout ce qui est publication, diffusion des connaissances. Alors, bon, c'est une vision qui est donnée par l'Académie des sciences américaines, hein, qui peut-être demanderait à ce qu'on ajoute certains autres dispositifs pour une appropriation culturelle. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est un écosystème complexe. Donc on ne peut pas se contenter d'intervenir uniquement sur un registre. Il y a vraiment toute cette multiplicité de registres à prendre en compte. Et je crois que c'est ma dernière diapo. Je reviens à celle que je vous avais montrée au tout début. Éthique, déontologie, intégrité, 3 piliers, des enjeux cruciaux, confiance dans la science. Une appropriation culturelle. En même temps, il faudrait aussi que ça puisse être assorti de signaux politiques forts. Je pense que le devenir des jeunes chercheurs et des jeunes docteurs est important aussi. Donc encore faut-il qu'il y ait des postes pour eux. Et voilà, ce qui a été souligné tout à l'heure par l'un d'entre vous. Il y a des objectifs et des enjeux à atteindre. Et puis, j'ai mis en exergue, pour finir, une phrase de Pierre Corvol, qui est quelqu'un qui a été très, très important dans la dynamisation en France autour de ces questions d'intégrité scientifique. L'intégrité scientifique est la conduite intègre et honnête qui doit présider à toute recherche. Consubstantielle de toute activité de recherche, c'est sur elle que repose le savoir et la connaissance.